Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est finir de vous expliquer les techniques d'estimation a priori sur ces systèmes, les systèmes qui m'occupent depuis le début, et tout en montrant bien l'intérêt de la transformation initialement due à Krylov, qui permet de transformer certains systèmes. Donc, je vais commencer ce matin par évoquer le deuxième cas où on sait éviter les problèmes. On sait que dans des cas de système monotone, il faut renforcer un tout petit peu l'hypothèse de monotonie sur ou bien la condition initiale ou la non-linéarité. Bon, alors je ne rappelle pas, c'est toujours la même notation. F est supposée régulière à dérivée bornée. Et U0, une fois de plus, régulière, c'est dans l'espace tout entier, borné, ainsi que ses dérivés. Bien. Alors, donc, U0 est toujours supposé monotone et F est toujours supposé monotone. On est dans RD, X est dans RD, dans l'espace tout entier, le temps est positif, comme d'habitude. Bien. Alors, donc, ce que l'on sait, c'est qu'il faut rajouter soit une petite information supplémentaire sur U0, soit sur F, pour éviter les phénomènes que la composition de F et de U0 crée, en tout cas au niveau de la différentielle, crée des valeurs propres négatives. Et donc, ce que l'on avait observé, on avait observé cela en se basant sur la méthode des caractéristiques. La semaine dernière, on avait vu une technique mathématique, une technique d'équation aux dérivées partielles, dans le cas où on rajoute quelque chose sur U0. C'était d'ailleurs le cas le plus facile à interpréter parce qu'il était transparent par dualité, c'est-à-dire par passage à l'inverse. Donc, on voyait bien pourquoi ça doit marcher. Le cas qui est un peu moins évident à comprendre, et là il va falloir effectivement un peu plus travailler, et c'est ce par quoi je vais commencer, c'est le cas où on rajoute quelque chose sur F. Alors, souvenez-vous, il s'agit de supposer que f' de z xi, f' de z xi, scalaire xi, est supérieur à une certaine constante, alpha fois f' de z xi carré. Et donc, c'est une même constante alpha, strictement positif, telle que cette inégalité soit vraie pour tout z dans RD et pour tout xi dans RD. Alors, je suis là, évidemment, quand je prends ce produit scalaire, f' de z, c'est une matrice. Je n'ai pas à me faire de soucis sur les i, les j, puisque c'est évidemment la forme quadratique associée, donc le manque de symétrie de f' ne joue aucun rôle. Ces histoires de manque de symétrie, on les retrouvera un peu plus tard lorsqu'on on réfléchira un peu dans un instant lorsque je vais parler de technique de DP. Mais je vous ai déjà indiqué, je vous rappelle, la semaine dernière, que si on a une telle inégalité avec f', on l'a aussi avec f' transposé, puisqu'on a automatiquement, de par la régularité, une telle inégalité avec la partie symétrique de f', et donc si on a f' et la partie symétrique, on a aussi la partie antisymétrique, donc on a tout. Bien. Donc on n'aura pas trop de soucis à se faire sur les i et les j. Alors, la transformation que j'ai déjà mentionnée à plusieurs reprises, et on a déjà vu la semaine dernière à quel point elle permettait de simplifier les démonstrations de propagation de la monotonie, consiste donc à écrire cette équation-là en ayant posé W égale U de x et de t scalaire xi. Donc on rajoute maintenant une variable qui, elle aussi, vit dans RD, et on a une équation d'Hamilton-Jacobi du premier ordre qui est effectivement, en tout cas pour des solutions régulières, le système est équivalent à cette équation scalaire maintenant avec le double de dimension. Alors, la technique que l'on avait commencé à mettre en place la semaine dernière consistait à introduire une fonction paramétrée, enfin peu importe, je ne vais pas mettre tout de suite les paramètres, z de x et de bêta, z bêta, avec un bêta strictement positif, qui est xi gradient x w moins bêta gradient x w carré. Bien.
Alors, donc ça, on a déjà vu la semaine dernière pourquoi il était naturel d'introduire cette opération. Comprenons bien de quoi il s'agit. Si W, c'est U scalaire xi. Ce que vous reconnaissez ici, c'est la forme quadratique associée à la jacobienne. Lorsque c'est positif, c'est la monotonie. De manière plus générale, ça mesure effectivement la forme quadratique associée à la jacobienne. Ce que vous retranchez là, c'est effectivement l'analogue de cette quantité, dans lequel vous mettez maintenant effectivement gradient xw qui correspond à gradient xu scalaire xi. D'accord? Donc toujours faire attention à ce dont on parle. Et effectivement, si l'on sait montrer que z bêta est positif ou minoré, on a une estimation de Lipschitz. Alors, je vous ai déjà expliqué il y a même, je pense, 2 ans ou 1 an, 2 ans, je crois. Un an, allez, bon, bref, j'en sais rien. On sait bien que si on sait démontrer des estimations a priori de Lipschitz, on sait démontrer des estimations a priori sur les dérivées secondes, sur n'importe quelle dérivée, et donc on a toutes les estimations a priori que l'on veut. Ensuite, construire l'existence, si on a effectivement des démonstrations qui sont stables, soit il y a la méthode des caractéristiques, soit on a des estimations a priori qui sont stables par régularisation. Les problèmes régularisés sont faciles à résoudre. Donc lorsqu'on a des estimations a priori, le problème est réglé. Donc une fois qu'on a des estimations a priori sur le gradient de U, des bornes uniformes sur le gradient de U, l'affaire est entendue, on a une solution régulière, et les solutions régulières sont toujours uniques. Donc le problème est complètement résolu, en tout cas en termes d'existence, d'unicité et de régularité, si l'on obtient effectivement une borne sur le gradient. Obtenir une minoration de ce bazar donne une borne sur le gradient, et auquel cas, on a gagné. Bien. Alors ça, on l'a fait par cette technique la semaine dernière en prenant un U0 en supposant que U0 satisfaisait cette propriété, parce que ce que l'on a vu, c'est qu'on avait un principe du maximum sur cette quantité dans ce cas-là. Et donc, en prenant alpha égale à bêta, on garde la même borne qu'initialement, et donc on a une borne, une estimation a priori. Ça, c'était le rappel la semaine dernière. Donc, effectivement, ça, c'est le cas le plus facile à comprendre, aussi bien sur les caractéristiques que par passage à l'inverse ou que par AEDP, parce qu'on a simple propagation de cette information sur le z-bêta. Alors maintenant, reprenons la démonstration. Le fait d'avoir une équation d'Hamilton-Jacobi fait que là, on n'a même pas de souci à se faire, parce que le gradient de la solution d'une équation d'Hamilton-Jacobi vérifie toujours une équation de transport. Donc, quoi qu'il en soit, le calcul a déjà été fait la semaine dernière. Je n'en reprends pas les détails, puisque j'ai trop de choses à faire ce matin. Et donc, ce que l'on va dire ici, c'est que ce terme-là ne va absolument rien rajouter. En fait, là, ce que je vais avoir, c'est un FI dérivé par rapport à la JM coordonnée. Ici, je vais avoir un DXIW. Je suis en train de dériver ceci. Et donc, après, ce que j'ai, c'est un dxij de z bêta. Donc, tout ceci, si vous voulez, c'est un champ de vecteurs qui dépend de la solution, mais peu importe, qui agit sur la dérivée en xi. Donc là, vous voyez tout l'intérêt d'avoir rajouté cette variable, c'est que maintenant, on va avoir des équations par rapport à cette variable. On n'aura pas à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en un point, il y a le maximum en xi, ça sera encodé directement dans l'équation. Donc, et c'est ça d'ailleurs qui permet de comprendre assez simplement pourquoi ça marche, alors que si on fait xi par xi, c'est vraiment, de ce cas-là est compliqué à comprendre. Enfin, n'était pas transparent et je ne trouvais pas la bonne astuce, tandis qu'avec ça, ça devient beaucoup plus raisonnable. Donc là, j'ai dérivé ce terme-là, et puis il reste bien entendu l'autre terme qui, lui, est complètement standard, qui est ceci. Donc, je n'ai pas 0 parce que j'ai du xi ici. Et donc, lorsque je dérive par rapport à xi, si je ne dérive que les w, c'est effectivement la dérivation de l'équation. Mais comme je dérive par rapport à xi, je récupère dans le membre de droite un terme supplémentaire qui n'est pas contenu dans l'équation précédente, qui correspond à dériver par rapport à xij, ce terme-là, le xi qui est là. C'est-à-dire que ça me sort un dxj. Et donc, vous voyez que le second membre, c'est FIJ, dans le sens où FIJ, c'est la dérivée de FI par rapport à ZJ.
f et j dxi w dxj w. Voilà, alors donc... Pardon? Non, avec plus. Parce que, je le répète, si je fais appliquer cet opérateur, qui est la linéarisation de l'équation, si je l'ai fait appliquer en considérant que xi est gelé, je trouve 0. Parce que c'est la dérivation de l'équation. Mais je dois aussi le faire appliquer sur cette partie-là. C'est un produit, c'est une équation du premier ordre. Hein, donc, je n'ai à regarder que ce que fait cet opérateur lorsque je l'applique sur xi. Et c'est pour ça que ça me donne un plus ici. Et c'est juste la dérivée du xi qui est là. Bon, c'est le calcul que j'ai fait la semaine dernière. Et c'est évidemment le bon terme. Voilà, donc là, effectivement, quand on voit ça, qu'a-t-on? Dans la variable x xi, on a une équation de transport. Et en fait, c'est le transport le long des courbes intégrales qui correspondent au flot tangent au flot qui est implicitement contenu dans l'équation de départ. Bien. Alors, quelle est la difficulté? La difficulté, c'est qu'évidemment, ça nous saute aux yeux, on a une hypothèse ici. L'hypothèse nous dit que tout ça, c'est supérieur à alpha, et puis là, je n'ai pas de souci à me faire sur lequel et lequel, et je vais écrire f' gradient x w. Et donc là, je suis volontairement ambigu sur le f' gradient x w, parce que, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, que je mette f', ça entraîne aussi la même inégalité avec f' transposé, donc je n'ai pas de souci à me faire sur les i ou les j. Alors ça, c'est bien, parce qu'on a quelque chose qui est positif. Mais d'autre part, on sait que la régularité, elle va venir de là. Donc il faut le garder, ce terme. On ne peut pas le jeter comme on le faisait la semaine dernière. Enfin, le jeter, dire c'est positif et puis passer à autre chose. Et le pendant de cette difficulté, c'est que maintenant, on ne suppose rien sur U0. Si ce n'est que U0 est à dérivée bornée régulière. Et donc, si je regarde ce qui se passe en t égale à 0, Z bêta, c'est quoi? Si je l'écris en U0, ça me fait du dx U0 xi xi, scalaire xi xi, moins bêta dx U0 xi. Et là encore, je n'ai pas de souci à me faire pour savoir lequel c'est. Et là, en fait, c'est vraiment un dx de U0 scalaire xi. Hein, c'est ça la quantité que l'on a. C'est vraiment un dxi de Uj xij. Mais bon, à nouveau, ce n'est pas important, puisque si on a l'un, on a l'autre. Et le seul problème, c'est que là, on ne suppose rien sur U0. U0 est monotone. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça, c'est positif ou nul. Et puis ça, c'est minoré par quoi? La seule chose dont on peut se servir, c'est de la borne sur U0. Donc là, ce qu'on lit, c'est que ceci, c'est pas supérieur à 0, comme on l'avait dit la semaine dernière, mais là, c'est supérieur à moins C0 bêta xi 2. Oui, dx U0 est borné. Et ça croît linéairement en xi, et je prends le module au carré, donc a priori, c'est quadratique. Ah! Donc là, j'ai perdu, et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que dans des équations comme ça, garder la positivité, c'est bien, mais le moins C0 xi 2, c'est un peu gênant. Alors, ce qu'on a envie de dire, c'est de rajouter une constante fois xi 2 au z bêta, et puis d'essayer d'ajuster le tout, de façon à se ramener à quelque chose de positif. Donc on va introduire une nouvelle fonction, je ne sais pas comment l'appeler, psi, dans lequel d'ailleurs on va pouvoir éventuellement même un peu ajuster toutes ces constantes-là. Donc dans lequel je vais prendre xi gradient xw moins bêta gradient xw carré plus gamma xi 2 et donc je sais déjà que pour que psi soit positif en t égale à 0,
Là, ce sera vrai si gamma est donc supérieur à C0 bêta. Déjà, ça va fixer le gamma. Enfin, cela, c'est déjà une condition qu'il est naturel d'intervenir. Alors, vous voyez, ça devient relativement transparent, tandis que si on travaillait xi par xi, c'est-à-dire si on ne faisait pas cette transformation, si on restait sur l'équation, on aurait naturellement tendance à prendre des xi de norme 1, et donc on est en train de rajouter une constante, et tout serait caché dans des termes horriblement non linéaires, dans lesquels il faudrait bien voir en un point de minimum par rapport à xi ce qui se passe, et travailler très très finement. Et bon, alors en principe, a posteriori, on sait que c'est traduisible. Si on sait faire une démonstration comme ça, on peut la faire sans le rajout des variables. Il n'y a pas de magie. Hein. Mais simplement, ce n'est pas transparent, à tel point que je n'y étais pas arrivé pendant quelques mois. Tandis que là, c'était beaucoup plus clair. Manque de courage, certainement, mais en tout cas, là, la chose devient un peu plus transparente. Alors, elle devient un peu plus transparente, il reste quand même à faire la démonstration. Parce que là, pour l'instant, on a juste introduit une quantité qui est positive ou nulle en t égale à 0. Mais le fait d'avoir rajouté ce terme-là, on le paye dans l'équation. On le paye dans l'équation parce que le terme en xi2, effectivement, la dérivée en x ne contribue pas. Ça ne coûte rien. Quand je dérive par rapport à x xi2, ça vaut 0. Par rapport au temps, bon, ça dépend si on prend des bêta ou des gamma qui dépendent du temps, on va pouvoir ajuster ça après. On sait que des fois, c'est bon de rajouter des exponentielles à gauche, à droite, ça ne peut pas faire de mal. Bon. Mais c'est pas ça, c'est tout à fait maîtrisable. En revanche, le terme en xi2, là, on va le payer très cher, parce que le dxi de xi2, ça fait du xi. Et donc là, on a un f' gradient w xi, mais on voit bien, c'est le Cauchy-Schwarz qui se met en place, parce que f' gradient w xi, il y a du f' gradient w ici, et puis le xi, on l'a là-dedans. Comme il va falloir récupérer du xi, on voit qu'il va peut-être falloir aussi mettre un gamma qui dépende du temps. Alors essayons ça maintenant. Donc gamma, je vais mettre un gamma de 0, je vais mettre un gamma de t. Et on verra, peut-être, il faudra aussi un bêta de t. Donc, on verra si ce qui est nécessaire, on en aura besoin plus tard d'un bêta de t, donc autant le mettre tout de suite. Et simplement, ce que l'on dit, c'est que la condition qui est ici, c'est simplement une condition sur les valeurs initiales. Intuitivement, comment ça marche? On sent bien que gamma, il faut le prendre comme ça par rapport à bêta, et on sent bien que comme ça c'est monotone, on veut rajouter un terme négatif le plus petit possible, donc intuitivement c'est des bêta petits. Et d'ailleurs des bêta petits, c'est des estimations grandes du gradient de U. Donc si on veut une borne, on peut se permettre de réduire le bêta, parce que les bornes, elles sont en 1 sur bêta, grosso modo. Ou 1 sur racine de bêta, ou quelque chose comme ça. Bien, donc ça nous dit comment il faut jouer sur les choses. Alors c'est vrai que d'habitude, quand on a des estimations a priori, on a l'habitude de dire on va majorer la norme du gradient au carré et obtenir une estimation a priori. Donc là, je minore une quantité qui contient l'application du gradient sur des vecteurs. Donc ce n'est pas le jeu habituel, mais j'ai changé les signes, hein, c'est tout. C'est un moins carré et je veux montrer que c'est positif, c'est une borne. Mais c'est parce que c'est ce terme-là qui est prépondérant. Donc maintenant, je peux enfin écrire l'équation des psi sur dt, c'est-à-dire l'équation qui agit, au lieu d'agir sur z bêta, je la fais agir sur psi. Sachant que je démarre avec quelque chose de positif et que coûte, il faut que je me débrouille pour que le membre de droite que je vais obtenir en écrivant cette équation soit positif ou nul. Et puis si je fais ça, c'est gagné. Donc f de gradient x z bêta égale. Alors déjà, avec le dψ sur dt, j'ai un moins bêta point, puis on verra ce dont on a besoin. Hein. Gradient x w carré. Donc on voit que bêta de t, a priori, il va falloir choisir décroissant pour avoir un terme positif. Ça, c'est bon. Ça peut me donner un peu de gradient w carré. Ça ne peut pas faire de mal.
Ensuite, le dψ sur dt, j'ai aussi du gamma. Donc du gamma point xi2. Bon, gamma, je le choisis croissant, c'est positif, et ça peut me donner du xi2. À nouveau, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, on passe au reste de l'équation. Alors déjà, le reste de l'équation, en oubliant le xi2, c'est supérieur ou égal, je ne réécris pas la quantité qui est là-bas, c'est supérieur ou égal à alpha, f', ça vient du premier terme, hein, alpha, f', gradient x, pardon, f' dxw. Oui, enfin c'est un f' gradient, puisque w est scalaire. OK, j'ai gagné ce terme-là. Et maintenant, donc, ce que j'ai rajouté, c'est le terme qui provient du gamma xi2. Regardez ce qu'il me donne. Il me donne un plus 2 gamma. F' dxw xi. Alors, je ne suis pas prudent, je l'aurais dit encore une fois, mais j'ai eu des sueurs froides quand j'ai fait ces démonstrations, tout marchait bien, puis tout à coup j'ai réalisé que les i et les j n'étaient pas comme il fallait. Mais vraiment qu'on ait f' ou f' transposé, ça n'a pas de souci. Parce que si vous faites vraiment le calcul, le f' scalaire xi que vous avez ici, si c'est avec ces notations-là, j'aurais vraiment dû écrire un f' transposé dxw, mais ce n'est pas grave. Donc je triche un peu parce qu'en fait il y a un transposé, mais ça, c'est vraiment pas grave. Bon, bah, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Hein. On a un produit scalaire, on va le majorer, Cauchy-Schwarz. Bien, on va le majorer par quoi? Je vais prendre du alpha. Donc, ceci va être donc supérieur à moins alpha f' gradient x w carré. Donc, de façon à gommer le plus possible de ce bazar-là. J'ai un 2, et donc ceci va être également supérieur à moins gamma 2 sur alpha, xi2. Bon. Et si j'arrive à trouver des bêtas, j'insiste bien sur le fait que les bêtas sont strictement positifs, les gammas sont strictement positifs. Donc si j'arrive à ajuster mes gammas et mes bêtas pour que mes gammas et mes bêtas, disais-je, pour que psi reste positif, en tout cas sur un intervalle de temps, donc je vais me fixer un grand T, et je vais avoir une borne sur 0 l'infini, sur 0T. La borne dépend de grand T, elle se dégrade avec grand T. Bien, alors pourquoi je dis ça? C'est que vous voyez qu'effectivement, on a ceci, on a cela. Pour l'instant, le bêta point, honnêtement, il ne me sert à rien. Je le garde ici parce que j'en aurai besoin dans un petit instant. Donc ça, je vais simplement dire bêta point égale 0, ça me suffit. Mais on sait que si jamais, et je vais réintroduire d'autres termes, si jamais c'est nécessaire, on peut récupérer un terme comme ceci. Et donc la conclusion, c'est qu'on trouve bien que ceci est positif ou nul si gamma point est supérieur à gamma 2 sur alpha. Et là, c'est embêtant parce que ce n'est pas une exponentielle. C'est une équation différentielle ordinaire qui explose en temps fini. Et si elle explose en temps fini, ça veut dire qu'on peut perdre la borne. Mais, n'oubliez pas ce que je vous disais. C'est que je peux prendre bêta aussi petit. Pour l'instant, bêta, je peux le choisir comme je veux. Donc bêta, je peux le prendre petit. Si je prends bêta petit, ça veut dire que je peux très bien résoudre cette équation, gamma point égale gamma 2 sur alpha, avec comme condition initiale, et comme ça j'aurai quelque chose qui est positif, qui est C0 bêta de 0. Bêta d'ailleurs. Donc voilà comment je choisis gamma une fois que j'ai choisi bêta.
Et donc, je sais que quel que soit bêta, strictement positif, je sais que psi reste positif ou nul sur l'intervalle d'existence du gamma. Parce qu'après, gamma, il explose. Hein, je pars d'un truc positif, gamma point égale gamma 2, ça explose. La seule chose, c'est que si je me donne un grand T, eh bien, si je choisis bêta petit, j'ai une solution qui existe sur 0 grand T. Donc je prends bêta suffisamment petit pour que le temps d'explosion de gamma soit plus grand que T. Alors, ça se calcule exactement. Hein, s'il n'y avait pas le alpha, le temps d'explosion, c'est 1 sur la condition initiale. Avec le alpha, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon. C'est modulé par alpha, mais alpha, c'est une constante. Pensez alpha égale à 1. Le temps d'explosion, c'est 1 sur C0 bêta. Donc si bêta est petit, bah, le temps d'explosion, il est aussi grand qu'on veut. Et donc, en particulier, il dépasse l'intervalle que l'on veut. Donc c'est une estimation un peu curieuse, hein, c'est un peu inhabituel, hein, parce que d'habitude, là, on a un truc qui est explosif, mais on peut jouer sur le temps d'explosion. Alors, donc, je récapitule. Je fixe bêta suffisamment petit pour que la solution, d'ailleurs explicite de ce bazar-là, existe sur 0 grand T. Si je fais ça, je récupère effectivement une équation de transport qui est positive ou nulle. Donc la moralité, c'est que j'ai trouvé que cette expression que j'encadre est positive ou nulle. J'ai choisi les conditions initiales pour que ça soit une fonction positive ou nulle initialement. Tout est régulier. Donc la question est, c'est pourquoi est-ce positif ou nul? Alors ça, il faut regarder, hein, c'est un champ de vecteurs, c'est une équation de transport. F est à croissance au plus linéaire. Ceci, c'est borné. dxiw, je suis prêt à supposer que j'ai une solution régulière, c'est donc que du est borné. Je ne connais pas la borne, je suis en train de l'obtenir, mais on suppose que c'est borné. En revanche, il y a du xi. Donc ça croît au plus linéairement en xi, ça croît au plus linéairement dans toutes les variables. Donc en fait, ça c'est borné parce qu'à l'intérieur du f, vous avez quelque chose de borné. Donc vous avez un champ de vecteurs à croissance au plus linéaire. Si vous avez une équation de transport avec un champ de vecteurs à croissance au plus linéaire, et que vous démarrez avec quelque chose de positif, vous récupérez toujours, vous gardez la positivité. Il n'y a besoin d'aucune hypothèse à l'infini. Hein, il y a une propagation de l'information à vitesse finie. Donc il n'y a pas besoin de se soucier de l'infini. Donc la moralité, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous obtenez une telle inégalité, la conclusion de tout ce bazar-là, et vous voyez que c'est quand même pas aussi transparent que le cas U0 mieux fichu, la conclusion, c'est qu'effectivement, psi est positif. Donc en fait, c'est fondamentalement un psi bêta. Hein. Psi bêta est positif ou nul, et bêta dépend de t, hein, si vous voulez, sur 0 grand t. Et ça, cela entraîne une estimation a priori de dxu sur 0 grand t. Donc une estimation uniforme du gradient, parce qu'effectivement, si on sait que c'est minoré, là vous avez l'application de dxu sur xi, donc vous majorez la norme de la matrice facilement. Ça, je l'ai déjà raconté la semaine dernière, je ne vais pas le refaire. Donc c'est la conclusion. Et donc là, enfin, on a obtenu par une technique d'équation aux dérivées partielles la régularité pour ces équations, des estimations a priori, et donc la régularité pour ces équations-là, dans lesquelles on renforce l'hypothèse sur f. Donc là, vous voyez que l'effort a été quand même un peu plus conséquent, alors que par la méthode des caractéristiques, c'était quand même très simple comme démonstration. On voyait bien comment ça marchait. Là, il faut travailler un peu plus.
Alors, pourquoi travailler un peu plus? C'est que maintenant, si je prends quelque chose de simple et que je rajoute un second membre, donc j'explique un opérateur de diffusion, un opérateur elliptique, une régularisation elliptique, je vais garder l'équation, je vais en avoir besoin dans un petit instant. Bien. Et après, je vais rajouter des termes, et après, je traiterai des régularisations elliptiques telles qu'elles sont nécessaires pour les jeux à champ moyen. Bien. Alors donc, la remarque, qui est une remarque importante, c'est que si effectivement, je prends la même équation qui est ici, mais au lieu de dire égal à 0, j'écris E A alpha bêta D alpha U D bêta U, D alpha bêta U. Donc le même opérateur pour chacune des composantes. Donc A alpha bêta étant une matrice symétrique constante, il n'y a pas de dépendance en X, positive ou nulle, c'est éventuellement dégénéré, ça peut être le Laplacien, ça peut être dégénéré. L'équation dans ce cas-là, l'équation en W devient la même chose, mais avec un A alpha bêta D alpha bêta W, dérivée seconde, si vous voulez, des 2 alpha bêta, si vous préférez, des 2 alpha bêta W, bien, tout simplement parce que c'est des dérivés en X, et donc d'avoir multiplié par Xi ne change rien à l'affaire. Eh bien, vous voyez que maintenant, si vous rajoutez ce terme-là, qu'est-ce que l'on... et que je regarde et que je fais le calcul en psi bêta, donc je regarde, donc ça c'est l'équation en U, ça c'est l'équation en W, et je regarde l'équation sur psi bêta. Donc si j'ai choisi mes gamma et mes bêta comme précédemment, je récupère le positif ou nul. Ici, je vais mettre A alpha bêta, D2 alpha bêta, psi bêta. Oh, ça, alpha bêta, psi bêta, c'est intelligent, ça. Bien. Alors, chez moi, il faut que je change de notation. Donc, AKL, D2KL, AKL, puisqu'à la fois le alpha et bêta étaient déjà utilisés. AKL, D2KL, psi. Bien, alors si je fais ceci, je fais exactement le même calcul. Que se passe-t-il? Le fait d'avoir une équation de deuxième ordre, bon alors j'ai rajouté un terme du deuxième ordre en X, le Xi2, c'est transparent pour le Xi2. Pour une dérivée première, ça a des coefficients qui dépendent de Xi, mais j'ai des dérivées secondes en X, aucun changement, c'est linéaire. En revanche, c'est évidemment au niveau du moins B gradient W carré que je vais le payer. Alors, donc, petit calcul, ça c'est un calcul qui la première fois a été réalisé par Bernstein, et c'est toujours l'idée que si vous avez une fonction harmonique, alors le gradient W, le gradient d'une fonction harmonique au carré est sous-harmonique. Voilà, donc ça c'est l'observation générale. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec harmonique laplacien, c'est de la convexité et de la dérivée seconde, c'est la convexité de l'opération prendre gradient au carré et le fait que la dérivée seconde d'une fonction convexe est positive. Alors donc, que suis-je en train de raconter? Donc là, ça je peux l'oublier. Je suis simplement en train de vous rappeler le fait que, bien connu, que si vous prenez A alpha bêta, j'insiste, AKL, D2KL de gradient W carré, ok, un gradient en X, ça, cela fait 2AKL DKL de gradient W, gradient W. Donc ça, c'est simplement dire quand je prends un carré, la dérivée seconde d'un carré, soit je dérive la fonction les deux coups,
La fonction au carré, je la dérive 2 fois. Mais j'ai également un autre terme qui provient du fait que je peux dériver dans un carré, il y a 2 fonctions, hein, même si c'est la même, c'est qu'à chaque fois, je dérive d'abord la première, puis je dérive ensuite la seconde. Si je fais ça, qu'est-ce que je récupère? Bien, je récupère 2AKL, dk gradient W, dl gradient W. Maintenant, le point qui est là fait référence au produit scalaire entre les gradients W. Donc, si vous voulez écrire ça autrement, ce que vous récupérez exactement, c'est D2KIW, D2KJW, D2KIW, D2LIW. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je suis en train de penser en dimension 1. Hein, les choses sont peut-être plus claires en dimension 1. Si vous faites U au carré seconde, vous récupérez 2U seconde plus, bon, vous dérivez 2U', et donc ça vous fait 2U' carré. Vous voyez bien qu'il y a un terme positif et puis effectivement le terme qui est transporté. Donc c'est exactement ce que j'ai là. Hein. Ça, c'est le U seconde. Et ici, vous avez le terme en U' carré. Bien, alors, donc, la moralité, c'est qu'effectivement, si j'écris ceci, je vais récupérer l'équation, ça c'est ce que je récupère de l'équation, ça c'est la partie qui provient de l'équation, mais je récupère un terme en plus, qui est ce terme en plus 2AKL, D2KI W, D2LI W. Et donc ça, c'est pas grave, parce que ce terme, il est positif ou nul, puisque la matrice AKL est positive ou nulle. Bon, ça, c'est la technique de Bernstein, c'est le côté le gradient au carré d'une fonction harmonique est sous-harmonique. Bon, voilà. Donc voilà pourquoi je récupère positif, hein, puisque j'ai le moins gradient carré, je récupère positif. Si j'avais le plus, j'aurais inférieur ou égal à 0, donc sous-harmonique. Bien, donc voilà effectivement pourquoi on voit que là on a gagné quelque chose de substantiel, puisqu'on a vu que si on rajoutait des termes d'ordre 2 éventuellement dégénérés, eh bien la démonstration reste inchangée. Alors que la démonstration par caractéristique, tout simplement, elle n'existe plus. Donc, si la démonstration par caractéristique dans le cas du premier ordre est sensiblement plus simple, eh bien en revanche, elle est beaucoup plus limitée, tandis que là, il n'y a évidemment plus aucune difficulté de manière générale pour des équations du second ordre. Alors, il n'en demeure pas moins, et c'est ce que je devrais faire dans l'heure qui me restera, mais auparavant, je dois encore prendre des équations un peu plus générales, il restera à comprendre comment gérer les termes de bruit, les termes de diffusion, tout à fait particuliers que l'on doit avoir si l'on veut tenir compte des jeux à champ moyen, c'est-à-dire des dépendances en X, mais avec le couplage entre les composantes. Donc j'y reviendrai dans un petit instant. Bien. Alors, donc maintenant, quelle est la suite? Maintenant qu'on a bien compris le premier cas que l'on avait compris par la méthode de caractéristiques, on regarde le deuxième cas. Alors là, je m'arrêterai au deuxième cas, c'est un f de x. Une fois qu'on a bien compris comment ça marchait, après, on sait faire tourner la technique pour avoir des équations générales en f de x de u et des g de x de u au second membre. Donc si on sait faire ce cas-là, après, c'est purement technique. Ça ne présente aucun intérêt, si ce n'est faire des calculs un peu plus longs. Et alors, donc, que sait-on? On sait qu'on a 2 cas de régularité. Toujours ce cas-là, qui était le cas que j'avais dans les cours précédents appelé le cas numéro 2, et le cas numéro 1, où on avait besoin de faire l'hypothèse, la même hypothèse que celle que l'on fait sur F, mais de la faire sur U0 et sur F. C'est-à-dire que, donc, il existe un alpha positif tel que, bien, je vais écrire les choses comme ceci, des U0 de x appliqué à xi, scalaire xi, est supérieur à alpha xi 2. Et il existe, oui, et puis la même hypothèse sur le f. Donc on avait vu que c'était ça dont on avait besoin pour la
par la méthode des caractéristiques, c'est toujours la même chose, c'est il existe un alpha tel que quel que soit x dans RD et quel que soit xi dans RD. On est, oh là que je dis alpha xi de non, c'est alpha du0 et ici c'est alpha bien. Donc on sait qu'il y a le même cas que celui qu'on vient de gérer, dans lequel, cette fois, évidemment, je dois supposer que f est monotone, et on va dire borné, à dérivée bornée régulière. Bien, donc même hypothèse que U0 et f. Hein. Donc ça, je fais toujours ces hypothèses, c'est-à-dire que lorsque je suis dans le cas 2, on suppose quand même que le U0 est monotone, que le F est monotone. Hein. Et là, ce qu'on met en place, c'est uniquement une méthode. Ça, je vais le garder, ça nous servira dans un petit instant. Bien. Oui, alors ça en revanche, je crois que c'est pas idiot de... Je vais garder l'essentiel. Ce que j'ai encadré ici, cet opérateur, ça je le garde. J'enlève le... Donc ça, c'était les techniques que j'avais introduites et on va voir ce dont on a besoin. Hein. On fait le calcul et puis après on verra. Donc je reprends le calcul précédent en ayant effacé tout ce qui était dépendant de la situation précédente. Alors, lorsque je fais ceci, déjà l'équation en W, que devient-elle? Hein? On reprend petit à petit tous les termes. L'équation en W, eh bien, ce qu'elle devient, a priori, c'est que j'ai pris le produit scalaire de U avec xi, et donc ce que je récupère ici, c'est f de x scalaire xi. Bien. Ah, pas trop compliqué. Ensuite, quand je commence à faire le calcul de ce bazar-là, bien, les différences proviennent maintenant du fait que dans ce calcul-là, il y a tous les termes qui sont là proviennent du fait que j'ai des dépendances en xi ici ou des dépendances en t dans le bêta et le gamma qui sont là. Et j'ai uniquement ces termes. Et j'ai uniquement ces termes parce que j'avais égal à 0. Donc là maintenant, du fait qu'on ait cette équation, et qu'au second membre, il y ait ce terme-là, quand je fais le même calcul, eh bien, il y a des seconds membres qui vont venir de ce second membre-là. Quels sont-ils? Il y a le second membre que j'obtiens lorsque je dérive l'équation par rapport à W, et je prends le produit scalaire avec W. Donc, le nouveau terme que je récupère lorsque je regarde la quantité xi gradient xw, eh bien, je prends le gradient xf ici, donc c'est un df, xi, et je prends le produit scalaire avec xi. Donc là, c'est un fj xij et c'est un di xi. À nouveau, peu importe sur les i et j, c'est la forme quadratique et on sait que la minoration qui est ici est bonne. Donc, j'ai un terme qui est très bon que je récupère à droite, enfin qui est bon que je récupère à droite, qui provient, qui est donc le dfx appliqué à xi, scalaire xi. Ça, c'est le xi gradient xw. Mais j'ai également un autre terme qui provient du moins gradient xw carré, avec un bêta. Bien, alors celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Bien, il me dit que c'est l'équation d'abord que j'obtiens en dérivant par rapport à x. Donc j'ai un gradient xf scalaire xi. Enfin, gradient xf, je préfère dire dxf, c'est quand c'est vectoriel plutôt que gradient.
Donc dxf, ça c'est le gradient, et puis je prends l'équation, c'est-à-dire que je multiplie par moins 2 bêta, et ça, c'est scalaire gradient x w. Donc le terme que je récupère, c'est le terme que j'obtiens en prenant l'équation dérivée. Donc c'est un dxf xi. Et effectivement, quand je dérive cette expression, bien toute l'équation est multipliée par 2 fois le gradient w, d'où ce produit scalaire qui est là et le coefficient bêta qui est ici. En d'autres termes, lorsque je fais le calcul sur psi, je récupère 2 termes nouveaux qui sont associés à f, un qui est celui-ci que j'ai déjà écrit, et le deuxième que je reporte maintenant, qui est un moins 2 bêta dxf xi, dxf xi, gradient x w. Bon. Voilà. Donc, je vais un peu vite dans le calcul parce que j'ai l'impression que un nombre d'années qui est tellement élevé que je n'arrive plus à le calculer de pratique de ces calculs. Je pense que la première fois que j'ai dû commencer à faire des calculs comme ça, c'était en 78. Donc, effectivement, ça fait quand même un paquet d'années, 32 ans. Et effectivement, je me servais abondamment des techniques de Bernstein. La question que je me pose, c'est peut-être même déjà c'est l'automne 77, donc c'est même pire que ça. Bon, on est plus après. C'est-à-dire donc il y a un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas nés. Peut-être Cyril n'était pas né, non? Ah, t'es vieux alors, hein? Bon, alors vous étiez tous... Non, peut-être, il y a peut-être quand même... Bien. Oui, c'est vrai, t'es un vieillard, toi. De toute façon, pour être DR au CNRS, il faut être un vieillard. Donc, bon. Alors... pour être planqué au CNRS à un âge avancé, il faut vraiment ne plus avoir la force de faire autre chose et d'avoir le courage de se mettre devant des étudiants et de faire cours. Bien, suivez mon regard. Enfin, c'est l'exception culturelle française, puisque avant, il y avait les académies soviétiques qui avaient des chercheurs à vie. Maintenant, ça reste l'exception française avec les laboratoires nationaux américains, style Los Alamos, évidemment. Bien.